Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous, l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Charles Duboulet, qui est directeur général de Archineo DocaPost. Charles Duboulet, bonjour. Bonjour. Alors, on commence toujours cet entretien par une actualité, un événement, une tendance, quelque chose qui vous a accroché. Alors évidemment, il y a ce dont on parle depuis plusieurs mois maintenant, et je suppose que c'est un événement qui couvre un peu pas mal de choses. Mais est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose qui a attiré plus particulièrement votre attention ? En fait, l'événement de la semaine, c'est qu'on a essayé de faire un bilan entre, j'allais dire, Covid saison 1, Covid saison 2, l'impact que ça pouvait avoir sur notre activité, enfin l'activité, et puis les conséquences sur le développement de notre business. Et en fait, la grande différence entre Covid 1 et Covid 2, c'est que si Covid 1, il y a eu une baisse d'activité de l'ordre de 35 à 45% en termes de volume qui nous sont confiés, Covid 2, il y a peu d'impact. Pratiquement pas, on ne le ressent pas du tout. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que sur la période, et là si je me compare par rapport à 2019, le nombre de projets de digitalisation a été augmenté de 40%. Donc si on prend le 2019 versus 2020, sur la même période, les projets nouveaux qui sont arrivés, c'est plus 40%. Ça ne veut pas dire que c'est plus 40% de volume immédiatement, parce qu'entre le moment où on déclenche un projet et puis le moment où il y a du volume, il se passe un certain temps, mais c'est quand même extrêmement positif. Donc ça, c'est l'événement un peu marquant de la semaine. On ne s'attendait pas à une telle émotion. On le sentait, on le ressentait, mais là, on l'a analysé. Et alors, est-ce que finalement, ça veut dire que vous êtes prêt à affronter les difficultés qui nous attendent, peut-être, pour les mois à venir, et ça peut durer encore un certain temps ? Alors, on est prêt à les affronter. C'est sûr que si on revenait sur une situation Covid-1, ce serait quand même pas très confortable. C'est-à-dire que cette baisse de volumétrie, comme je l'évoquais. Mais oui, l'expérience a montré qu'on s'est mis en ordre de bataille. Et d'ailleurs, la chance, on peut dire ça comme ça, la chance qu'on a eue en 2009, c'est de connaître des difficultés d'accès au bureau, du fait des grèves, et ça nous a obligés à se mettre en ordre de bataille dès 2019 pour permettre au maximum de personnes de pouvoir faire du télétravail. Et donc aujourd'hui, la situation fait que la plupart des salariés peuvent faire du télétravail. Donc oui, on est prêt à affronter. La chose dont tout le monde parle, c'est que tous, ils ont besoin de se voir. Et moi, j'ai besoin de les voir, moi le premier. Ça manque. C'est bien d'être derrière un écran comme on est là, mais il y a un moment donné où on a besoin de pouvoir changer. Et puis, il manque ce que j'appellerais un peu la pause café, où finalement, il se passe un certain nombre d'informations qui vont beaucoup plus vite que par des organisations de réunions sur Zoom ou Teams ou autres outils. Alors effectivement, nous aussi, on aurait préféré vous voir en chair et en os, si je puis dire, mais enfin, au moins, la technique nous permet d'avoir cet échange. Alors, on va évidemment parler de Archineo DocaPost. En fait, c'est cette entreprise est le résultat de la fusion entre CDC Archineo, qui était le fruit d'une initiative de la Caisse des dépôts et consignations, qui est créée en 2001, et puis DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste. Donc ça a donné la fusion des deux, Archineo DocaPost. Votre activité, c'est ce que vous appelez assez rapidement l'archivage à valeur probante. Et vous faites état, pour donner, je dirais, un indicateur parmi d'autres, mais vous faites état de 13 milliards de documents archivés. Est-ce que ça correspond à peu près à, je dirais, une description assez rapide de ce que vous faites ? Oui, ça correspond à il faudrait rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait, mais globalement, c'est ça. Oui, aujourd'hui, on a... de nos clients, on s'engage sur la conservation durable et intègre de à peu près 13 milliards d'archives. Donc tous les jours, pendant qu'on se parle, il y a un certain nombre d'archives qui sont en train d'arriver chez nous par différents canaux, différents types de flux. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est la volonté, en fait, au moment du rachat de CDC Archineo par DocaPost, c'est de créer un pôle, une BU archivage qui est capable de répondre aux problématiques de, on va dire, sécurisation des données au niveau national, au niveau européen. Donc de créer un leader français sur le sujet, capable de rivaliser avec d'autres acteurs européens.
Alors, est-ce que ça veut dire que finalement vos clients ne sont pas exclusivement français, vous avez aussi des clients européens? J'allais dire, on a des clients mondiaux. Quand vous allez voir un Michelin et que vous expliquez c'est très bien, je suis une petite boîte française, tout va bien, et il vous répond attendez, moi je suis une boîte mondiale, donc moi ce que je veux c'est un client qui soit capable de m'accompagner dans ma croissance mondiale. Donc aujourd'hui, de fait, par la typologie des clients qu'on a, on devient quelque part mondial. Alors, ça nous, j'ai utilisé le terme à valeur probante. Ça veut dire qu'il y a une sorte de certification. Et donc, c'est pour, je dirais, des documents bien spécifiques. Ça peut être des documents qui sont liés aux ressources humaines. Ça peut être des contrats commerciaux. Et la grande majorité des chefs d'entreprise qui font appel à vos services, c'est finalement pour éviter des problèmes de contentieux. Est-ce que c'est le cas? En fait, oui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un document, l'écrit papier est égal à l'écrit numérique. Pardon, l'écrit numérique est égal à l'écrit papier, sous réserve qu'on puisse garantir, de savoir de qui il émane, c'est la fameuse signature électronique, et qu'on puisse garantir son intégrité dans le temps. Et de fait, cet écrit numérique, il a les mêmes obligations que si c'était du papier. Par exemple, un contrat de travail, c'est toute la durée du salarié dans l'entreprise. Un bulletin de salaire, ça va être 50 ans. Un contrat de prêt, ça va être 15 ans après l'issue du prêt. Donc des durées qui sont variables, longues. Et effectivement, on va s'engager sur l'intégrité de ce document-là. Et d'une manière générale, moi j'ai le souvenir d'un client qui me disait, un grand compte dans une grande distribution, qui m'expliquait la probabilité que tu sois là demain est plus forte que moi je ne sois là demain, et donc je m'appuie sur toi pour être capable de garantir l'intégrité du document dans le temps. Je veux m'affranchir quelque part de la suspicion d'avoir pu modifier un document. Si je restitue, je veux pouvoir avoir ceinture et bretelles sur son intégrité, parce que dans l'esprit de chacun, c'est plus facile de modifier un document numérique qu'un document papier. Bien sûr, et donc c'est là où la notion de tiers de confiance joue tout son rôle. Alors évidemment, il y a tout un cycle de vie de ces différents documents. Vous avez donné quelques exemples, hein, c'est plusieurs années, ça peut aller jusqu'à 50 ans pour les bulletins de salaire. C'est quand même un petit peu compliqué pour vous, parce que ça veut dire que vous avez en gros des tiroirs dans lesquels il y a des durées de vie des documents qui sont différentes. Donc il faut gérer tout ça, c'est pas si simple que ça finalement. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. C'est-à-dire que vous savez, a priori, ou en tout cas le client est censé le savoir, pour combien de temps il est susceptible de garder un document. Une des premières choses qu'on demande au client lorsqu'il nous confie ses archives, dans ce qu'on appelle les métadonnées, entre guillemets, obligatoires. Métadonnées, c'est donc un certain nombre d'éléments associés au document, c'est la durée pour laquelle il nous le confie. Cette durée, elle peut évoluer dans le temps, mais c'est au moment du dépôt, cette durée de conservation, elle est déjà par défaut fixée, même si après, pour des raisons, parce que la législation évolue, parce que le contrat, si j'évoquais un contrat de prêt, il a été terminé de manière anticipée, donc la durée pourra évoluer, mais donc c'est en soi pas très compliqué, puisque c'est associé, cette durée de conservation est associée au document lui-même. Il y a une question qui est aussi importante dans votre domaine d'activité, c'est la question des normes. Et donc, je ne vous lirai pas toutes les normes que j'ai pu, collationner, qui sont liées à ce que vous faites. Donc, il y a ISO 27001, il y a NF 461, il y a SOC, enfin, il y en a, une liste assez longue. Comment on fait pour s'y retrouver un petit peu dans tout ça? Parce que, bon, pour vous, ça correspond à quelque chose de très précis, mais pour vos clients, c'est peut-être pas tout à fait le cas. Nos clients qui se renseignent un petit peu, assez rapidement, ils voient quelles sont les 2-3 normes qui leur sont nécessaires. Alors, vous avez raison, les grands comptes, les grandes entreprises, elles ont un service juridique qui va tout de suite identifier quelles sont les normes qui sont nécessaires pour être capable de s'appuyer sur un partenaire pour la conservation des données. C'est vrai que pour les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas cette expertise en interne, ou rarement. Et là, c'est plutôt sur le net qu'elles vont aller chercher l'information. Et assez rapidement, on est sur des métiers où,
pour exercer ce travail de tiers de confiance, effectivement, si on n'est pas qualifié, certifié sur un certain nombre de normes que vous avez évoquées, d'autres comme IDAS, d'autres comme sur l'hébergeur de données de santé, on peut pas s'appuyer sur un prestataire qui n'a pas ce minimum de référence quelque part. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est pas simple pour des entreprises de s'y retrouver. Et alors, est-ce que ça veut dire que finalement, dans certains cas, ces normes s'ajoutent les unes aux autres? C'est-à-dire que pour un certain type de document, il faut que vous soyez habilité, enfin que vous répondiez à plusieurs de ces normes? C'est un peu comme ça que ça peut fonctionner? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, si on prend la qualification pour être hébergeur de données publiques, hein, donc le SIAF, le Service interministériel des archives de France, il va falloir qu'on soit NF 641. Bon, voilà, c'est quelque part le prérequis. Il y a, on va dire que les normes s'additionnent les unes un peu avec les autres. Alors heureusement, il y a beaucoup de points en commun. Entre, par exemple, la 27001 et le fait d'être hébergeur de données de santé, il y a beaucoup de points en commun. Donc voilà, il y a heureusement ça, mais elle s'additionne. Moi, j'ai toujours un exemple. Hein, il y a 7-8 ans, le respect des normes sur notre métier, c'était à peu près un dixième de temps plein. Aujourd'hui, c'est 1,4 temps plein. Donc en 10 ans, le poids des normes et le poids associé au respect des normes est devenu de plus en plus contraignant. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la simplification administrative? On peut appeler ça comme ça. Je suis pas sûr que l'administration ne soit pour grand-chose sur le sujet, mais c'est pas vraiment ça, non. Non, mais en revanche, c'est la simplification parce que pour les utilisateurs, savoir que tel prestataire respecte telle norme, c'est se protéger. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose vu de notre côté, parce qu'effectivement, ça alourdit une partie de notre travail. Alors, il y a une autre question qui est un peu plus générale, c'est le retard des entreprises françaises, et en particulier, enfin, tout spécifiquement les TPE et éventuellement les PME, dans ce qu'on appelle la transformation numérique. Et donc, la crise qu'on connaît depuis quelques mois, finalement, a révélé au grand jour ce retard des petites entreprises françaises. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans cette évolution-là? Alors évidemment, il y a la facture électronique dont on parle depuis un certain temps, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments. Est-ce que vous, Archineo DocaPost, et peut-être plus généralement DocaPost, puisque c'est la filiale numérique du groupe La Poste, vous pensez avoir un rôle à jouer dans ce domaine-là? Alors, non seulement on pense, mais on joue un rôle, en fait. Il y a une activité qui s'appelle Maileva chez DocaPost, qui regroupe un certain nombre de sous-services autour de la facture, autour de la signature, autour de lettres commandées. Tous ces services sont orientés TPE-PME. Et on a vu depuis le début, on va dire, du développement du Covid, un accroissement de l'activité de Maileva sur l'ensemble de ces services. Donc, oui, on joue un rôle aujourd'hui important parce qu'on est capable de fournir des solutions simples, ergonomiques, à l'ensemble des acteurs TPE du marché, qui jusqu'à présent, pour une partie d'entre elles, elles sont préoccupées que quand elles étaient, on va dire, la baïonnette dans les reins. Là, de fait, depuis quelques mois, on a tous la baïonnette dans les reins sur ces sujets-là, parce que si on passe pas à la digitalisation pour une partie de notre activité, on peut pas travailler tout simplement. D'accord, donc clairement, la crise, et ça on le dit toutes les semaines, hein, la crise a joué un rôle d'accélérateur dans ce domaine-là. Alors, vous êtes fait aussi l'écho d'une enquête qui était faite par l'ENISA sur les différents risques, donc, qui a identifié 5 risques majeurs. Est-ce que, donc liés à la numérisation, est-ce que vous pensez aussi accompagner les entreprises pour à la fois évaluer ces différents risques en fonction de leur activité et bien entendu les prémunir contre ces risques? Alors, on les prémunit aujourd'hui de fait sur les risques, puisque finalement, c'est un peu sur notre métier, c'est quoi notre cœur de métier, nos engagements. Le métier de tiers de confiance, c'est par rapport à un document qui nous est confié, c'est garantir son intégrité, garantir sa disponibilité dans le temps, garantir une durée de conservation. Donc de ce point de vue-là, c'est garantir que personne ne pourra aller modifier un document
qui nous est confié et que tous les ayants droit par rapport à ce document pourront aller le consulter pour leur propre usage. Donc on j'évoquais tout à l'heure des prêts, vous êtes une banque, vous avez un litige avec un de vos clients qui a souscrit un contrat en ligne et qui vous explique qu'on lui a pas bien tout fourni et qu'il a pas reçu tous les bons documents, finalement le dossier de prêt complet, y compris ces éléments de preuve là, on va être capable de les restituer et permettre de préserver notre client par rapport à un litige où je veux dire, celui qui a souscrit le prêt ou celle qui a souscrit le prêt contesterait le fait qu'elle était bien informée. Et ça, on le fait aussi d'ailleurs par la voix, puisqu'on a des clients qui aujourd'hui enregistrent des contrats sous forme vocale. Et d'ailleurs, finalement, tous ces documents, où est-ce qu'ils sont archivés? Est-ce qu'ils sont archivés sur vos propres data centers ou est-ce que vous faites appel, vous aussi, à des clouds qu'on pourrait baptiser de souverains? Je pense éventuellement à des data centers d'Orange ou d'entreprises comme ça. Ce sont nos propres data centers. Et pour vous, il n'est pas question de sortir de ce cadre-là pour l'archivage des documents? En tout cas, il n'est pas question de sortir en ce qui concerne les données qu'on est amené à conserver en France. On a aussi installé une plateforme en Allemagne où là, on s'est appuyé sur un prestataire allemand, mais pour lequel nous, on fait toute l'exploitation. Mais là aussi, il était important, plutôt que d'aller redévelopper une plateforme nous-mêmes en Allemagne, un hébergement, de s'appuyer sur un hébergeur connu, reconnu allemand sur ce sujet-là. Donc, on va dire tant qu'en France, oui, ce sera sur nos infrastructures. À l'étranger, on sera amené à s'appuyer. On est amené à s'appuyer sur des prestataires hébergeurs locaux. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec vous, dans le communiqué que vous avez publié à l'occasion du rapprochement d'Archineo et DocApost, en fait, il était dit que ce rapprochement était l'illustration de quelque chose qui pourrait continuer dans le temps avec d'autres rapprochements, d'autres évolutions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur ces évolutions possibles? Alors, j'aurais du mal à parler au nom de mon président sur le sujet ou mes directeurs généraux. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, entre la Caisse des dépôts et la Poste, il y a un certain nombre de synergies qui se mettent en place sur comment essayer d'apporter des solutions aux Français en général. Donc, effectivement, Archineo a été le premier exemple de ce rapprochement. L'autre plus gros rapprochement, c'est quand même la CNP, qui est rentrée dans le giron de la Banque Postale. Des rapprochements dans le domaine du numérique du côté Caisse des dépôts, comme il y a peu de... Enfin, il n'y a pas de filiale comme équivalente à celle qui existait à CDC Archineo. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait d'autres. En revanche, il y a des synergies techniques qui peuvent exister entre l'informatique du groupe Caisse des dépôts et DocApost. Mais pour l'instant, je dis bien, sur ces rapprochements entre la Caisse et la Poste, je ne suis pas bien habilité pour en parler. Très bien. D'accord. Je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, Charles Duboulet, merci beaucoup. Merci de votre accueil.